Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le jeudi 24 mars et voici les titres. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans l'armée après les attentats de Charlie Hebdo, ceux du 13 novembre et plus récemment ceux de Belgique. Les jeunes veulent se sentir utiles et défendre leur pays. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. À 23 ans, Johan Jallet, originaire de la Ferrière, a été choqué par les attentats de janvier notamment et c'est là qu'il a décidé de rejoindre l'armée. L'apprentissage au cœur des débats ce jeudi à l'hôtel de région des Pays de la Loire. Objectif, développer et favoriser ces formations qui ont connu ces dernières années un essoufflement. Alors comment expliquer ce recul? Quels sont les freins et les failles de l'apprentissage? Éléments de réponse dans ce journal. Et puis en fin d'édition, portrait d'un boxeur. Il s'appelle Ibrahim Gessoumov, originaire de Tchétchénie. Il est devenu à 23 ans le deuxième boxeur professionnel du club Ring Chalandais. Ce samedi, il fera son premier combat de boxe anglaise en tant que professionnel. Se sentir utile, pouvoir se défendre en cas d'attaque, servir son pays, ce sont les raisons qui poussent les jeunes à s'engager dans l'armée. Depuis les derniers attentats, je vous le disais, les demandes sont en hausse. Ainsi, sur l'année 2015, les candidatures dans l'armée de terre ont bondi de 28% en France. Il faut dire également que les objectifs de recrutement sont plus nombreux. Pour 2016, 16 000 postes sont à pourvoir. Johan Jallet est un Vendéen et il fait partie de ces jeunes marqué par les attentats. Il a choisi de rejoindre l'armée de terre. Apolline Laurent l'a rencontré chez lui à La Ferrière et au CIRFA, le centre de recrutement de La Roche-sur-Yon. S'engager, se rendre utile, c'est exactement ce que recherche Johan Jallet. À 23 ans, ce jeune diplômé dans l'hôtellerie-restauration ne trouvait plus de sens à ses emplois dans la vie civile. En janvier dernier, les attentats de Charlie Hebdo ont réveillé en lui une certaine vocation, celle de rentrer dans l'armée. C'est à ce moment-là où je me suis dit, ah oui, quand même, ah oui, c'est là, parce que voilà, Charlie Hebdo, c'était quand même, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde, c'est la liberté d'expression. Et ensuite, pendant que je faisais mon dossier, c'est passé ce qui s'est passé à Paris. Encore une fois, là, en Belgique. Donc en fait, ça, c'est des motivations qui apparaissent malheureusement plus tard. J'aurais voulu qu'elles n'apparaissent pas, entre guillemets. Mais ça, c'est quelque chose, bah voilà, c'est sûr que c'est une motivation en plus. Et comme Johan, ils sont nombreux à vouloir s'engager aujourd'hui. Bonjour Monsieur Jallet, vous allez bien? Ça me fait plaisir de vous revoir. Au CIRFA de La Roche-sur-Yon, le major Gerchenowitz constate une augmentation importante du nombre de candidatures ces derniers mois. Pour preuve, ils étaient 249 à postuler en 2014 contre 350 en 2015, soit une augmentation de 40%. C'est un fait, il y a eu beaucoup plus de visites, de prospection, comme on dit, de demandes, de sollicitations de questions. Maintenant, il a fallu faire le tri puisque dedans, il y avait effectivement des vocations anciennes, mais des vocations récentes aussi liées aux actes terroristes. Alors, pour nous, c'est des vocations qu'il faut bien étudier puisque ces vocations, généralement, montent très vite, mais redescendent aussi très très vite. Ça doit être un support pour nous à une vocation naissante, mais pas uniquement la seule motivation. Sur l'ensemble des candidatures, seulement un dossier sur deux aboutit à un recrutement. Il n'empêche qu'en 2015, le nombre de jeunes intégrés dans l'armée en Vendée a pratiquement doublé. Pour Johan, son intégration est en bonne voie, son profil intéresse et il a eu de très bons résultats aux derniers examens. Il espère donc incorporer l'armée prochainement et notamment l'un des régiments de parachutistes du sud de la France. Les chiffres du chômage ont été publiés ce jeudi et ils repartent à la hausse pour le mois de février, plus 1,1%, soit 38 400 demandeurs d'emploi en plus par rapport au mois de janvier. Et puis, hasard du calendrier, c'est ce jeudi également que l'avant-projet de loi travail a été examiné en Conseil des ministres. Il est censé répondre justement au chômage, mais les syndicats ne l'entendent pas ainsi. Des manifestations ont donc de nouveau eu lieu ce jeudi dans toute la France, malgré des modifications apportées par le gouvernement. À La Roche-sur-Yon, vous le voyez sur ces images, une trentaine de personnes s'est mobilisée place Napoléon. Ils ont distribué des tracts pour appeler la population à se mettre en grève le 31 mars prochain. Une grande mobilisation est donc annoncée à La Roche-sur-Yon.
Et puis c'est également l'une des solutions présentées par le gouvernement contre le chômage des jeunes, l'apprentissage. Les différents acteurs élus de la région des Pays de la Loire étaient réunis ce jeudi autour de cette question. 1000 personnes ont participé à ce Grenelle avec pour objectif de valoriser et simplifier l'apprentissage. Il a été question notamment de la mise en place d'ambassadeurs, c'est-à-dire d'anciens apprentis qui feraient la promotion du dispositif auprès d'autres jeunes. Une mesure parmi beaucoup d'autres. Écoutez. C'est aussi l'idée vis-à-vis des entreprises, des PME, de pouvoir leur donner une prime de 1 000 € pour le premier apprenti, pour essayer d'avoir un déblocage vis-à-vis de l'apprentissage. C'est encore de sécuriser les parcours des apprentis parce qu'il y a des ruptures de contrat d'apprentissage et donc il faut leur donner une sorte de garantie. C'est aussi l'idée pour des jeunes qui sont ruraux, qui viennent de familles qui sont modestes, de financer pour partie le permis de conduire parce que s'il n'y a pas de mobilité, il ne peut pas y avoir de contrat d'apprentissage. Il y a beaucoup d'autres pistes, notamment des pistes qui vont sur l'orientation, permettre de mieux orienter vers l'apprentissage nos jeunes parce qu'on a un souci énorme en termes d'orientation. Et ces différentes mesures seront soumises au vote dans 3 semaines car il faut développer l'apprentissage. Même si le nombre d'apprentis a augmenté en 2015, regardez ce chiffre, plus 2,1%, nous sommes encore loin de l'objectif des 500 000 apprentis fixés par François Hollande pour 2017. Alors, comment expliquer que l'apprentissage ne décolle pas plus en France? Quels sont les freins et les failles du système? Élément de réponse avec Samuel Grasset. Travailler dans l'alimentation, c'était le souhait de Sylvain. Après un CAP pâtissier, il a décidé de se réorienter vers la vente. Alterner cours et semaines en entreprise, pour lui, c'était le meilleur moyen d'apprendre un métier. Et s'il faut revaloriser l'apprentissage, c'est d'abord auprès des entreprises, selon lui. Le patron a tendance à voir un apprenti comme de la main-d'œuvre pas chère, bien malheureusement, et souvent sont exploités par les heures ou par le travail qui n'est pas adapté à l'apprenti en fait. Sylvain a connu dans le passé une mauvaise expérience en entreprise. Son actuel patron forme depuis près de 10 ans des apprentis et de son point de vue, les aides financières représentent une des clés pour encourager le recrutement de jeunes. Les aides financières forcément sont importantes puisque lorsqu'on a des apprentis, on passe beaucoup de temps avec eux pour les former justement. Ça nous impose aussi d'avoir un peu de personnel supplémentaire justement pour pouvoir effectuer les tâches qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est avec les apprentis. Donc le fait d'avoir des aides à côté nous permet quand même d'approcher l'apprentissage de façon un peu plus sereine. L'apprentissage souffre moins en Vendée que dans d'autres départements. Certains centres de formation réclament d'ailleurs la création de places supplémentaires. C'est le cas de l'IFACOM qui veut créer des BTS en apprentissage pour répondre à la demande des jeunes et des entreprises. Mais l'Institut n'a pas eu de réponse positive. Pour enseigner en apprentissage, effectivement, il faut une autorisation de la région qui va effectivement octroyer un nombre de places à certains établissements. Sylvain, lui, souhaite s'inscrire l'an prochain en BTS, toujours en apprentissage. Pour l'instant, il est à la recherche d'une entreprise pour l'accueillir. En bref, la grippe n'a pas encore quitté notre département. Il reste très touché, comme vous pouvez le voir sur la carte du réseau Sentinelle. Il semblerait maintenant que le sud du département soit plus touché que le nord, à l'inverse de la situation observée il y a 2 semaines. Solidarité, maintenant 93 850 000 €, c'est le montant des dons récoltés pour le Téléthon 2015 sur le territoire national, une hausse de 1% par rapport à 2014 et la Vendée s'est encore fortement mobilisée, plus 2%. Les Vendéens ont donné 1 235 000 € pour cette dernière édition qui a été marquée par une mobilisation accrue du nombre de manifestations. Et puis autre élan de solidarité, tous avec Fabien. Nous vous en avions déjà parlé dans une précédente édition. Fabien, c'est ce père de famille de Saint-Florent-des-Bois qui est atteint d'une leucémie aiguë et qui se bat pour rester en vie. Un blog a été monté pour récolter des dons et des supermarchés du département se sont associés à la mobilisation. En un week-end, ils ont pu récolter ainsi 35 000 € supplémentaires. Fabien et sa famille ont besoin de 750 000 € pour financer un éventuel traitement aux États-Unis. L'action de micro-dons se poursuit donc jusqu'à dimanche prochain.
L'agriculture autonome comme solution face à la crise de l'élevage, c'est le pari de 3 agriculteurs vendéens. Ils viennent d'acquérir un toaster mobile qui permet de faire cuire des graines qui serviront à l'alimentation du bétail. L'objectif est de réduire l'achat d'aliments importés et dont la traçabilité est difficile à établir. Les explications de Sandrine Pelletier. Une agriculture biologique et respectueuse de l'environnement en Vendée, c'est possible, mais avec des systèmes entièrement autonomes, là, ça se complique. C'est pourtant le défi qu'ont relevé certains agriculteurs vendéens appartenant au GRAPEA qui militent pour une agriculture paysanne, économe et autonome. Alors ils ont investi dans un toaster mobile qui cuit les graines de pois fourragées, de lupin et de févrole pour en faire des compléments alimentaires digestes pour les vaches. Il y a un brûleur qui chauffe une chambre à 280 degrés et la graine passe à travers. Et l'objectif, c'est qu'elle soit cuite jusqu'à 120 degrés à cœur. Et donc après, en sortie, elle est reprise et montée dans une cellule de refroidissement où là, l'humidité résiduelle va être enlevée et la température va être abaissée à une trentaine de degrés. Une machine qui pourra à terme servir à tous les agriculteurs vendéens. Ils pourront alors produire eux-mêmes les compléments alimentaires qui étaient jusqu'ici importés d'Amérique latine. L'objectif, c'était de mettre en place un projet qui nous permette d'aller plus loin encore dans nos systèmes autonomes et économes et pour gagner les derniers pourcentages d'autonomie, notamment sur la protéine, pour les rations hivernales, voire estivales, dans l'alimentation de nos troupeaux. 130 000 €, c'est ce qu'a coûté le toaster au groupement d'agriculteurs. Il est cofinancé par divers organismes, dont un site de financement participatif spécialisé dans le développement de projets respectueux de l'environnement. Cette machine, unique en son genre, est la deuxième sur le territoire national. Et toujours au chapitre environnement, la mairie des Sables-d'Olonne vient d'installer des nichoirs à mésanges bleus pour lutter contre les chenilles processionnaires. De plus en plus nombreux dans notre département, ces insectes sont très urticants et posent des problèmes sanitaires, particulièrement au mois de septembre-octobre. Alors pour tenter d'éradiquer ces chenilles, la mésange peut être une solution écologique en complément des autres traitements. C'est ce qu'a expliqué Catherine Blin, conseillère municipale à l'environnement. La mésange se nourrit jusqu'à 500 larves de chenilles par jour. Donc il a été décidé qu'en complément des traitements qui sont actuellement faits par les services de la ville, c'est-à-dire les pièges à phéromones et l'épandage de bacilles de thuringe, on allait en complément installer des nichoirs pour ces oiseaux. D'ailleurs, j'engage les habitants des Sables à faire de même dans leur jardin, à installer des nichoirs pour continuer ce combat qui, en fait, est vraiment nécessaire. Il s'appelle Ibrahim Gessoumov, il est originaire de Tchétchénie et c'est le deuxième boxeur du ring chalandais à devenir professionnel. Ce jeune homme de 23 ans est un passionné, il est déjà champion régional de boxe anglaise dans la catégorie des moins de 58 kilos. Et ce samedi, il participera à son premier combat en tant que professionnel. Portrait de ce sportif qu'il vaut mieux avoir pour ami qu'ennemi sur un ring. Aurélien Huard. Ibrahim Gessoumov a 14 ans lorsqu'il arrive en Vendée en 2006 avec sa mère et ses frères. Originaire de Tchétchénie où il pratiquait la lutte, il découvre en France une nouvelle passion, la boxe anglaise, et une deuxième famille, le club du ring chalandais. C'est ma deuxième maison en fait, c'est Desmoulins Joseph. Tous les week-ends on est là, du matin au soir. Une fois j'ai commencé la boxe anglaise avec Joseph, Karim et tout. C'est rentré dans le sang et je n'ai pas pu m'arrêter. C'est un garçon très attachant, on l'a tout de suite vu qu'il avait du potentiel. Il est en confiance parce qu'il est bien entouré et ça, il a besoin de ça. Voilà. S'il se sent en confiance, ce garçon fait des choses merveilleuses. Toujours accompagné de ses deux frères, Bakar et Hamza, Ibrahim s'entraîne sans relâche, 7 jours sur 7 et plusieurs fois par jour. Ces 3 dernières années, il décroche le titre de champion régional. Les victoires s'enchaînent, il en totalise 21, dont 7 par KO. Il vise alors les championnats de France, mais il doit tirer un trait sur cet objectif car il n'a pas encore obtenu la nationalité française. J'avais presque 99% de gagner les championnats de France parce que les championnats régionaux, je les ai remportés facilement. Tous mes adversaires, je les connaissais tous, par cœur. À cause des papiers, en fait, j'ai pas pu en profiter, comment dire, je sais pas. J'avais pas d'autre choix.
que de passer professionnel. Quand on s'est déplacé à Paris, on a pris quelqu'un de l'équipe de France qui n'avait jamais été secoué. Bon, voilà, hein, il a compris tout de suite. Et c'est là qu'on a vu les entraîneurs qui sont quand même les meilleurs de France qui nous ont dit « Votre gars, il faut qu'il devienne pro. Hein. Il n'a plus rien à faire en amateur. » Ibrahim devient donc le deuxième boxeur professionnel du ring chalandais après Joris No. Il se prépare désormais pour le Critérium Espoir. Il s'agit d'une épreuve réservée aux professionnels débutants ayant disputé moins de 10 combats. Pour cette compétition, le boxeur chalandais n'envisage rien d'autre que la victoire. Un mot de météo avec ce vendredi, une matinée qui débutera sous la pluie, mais le soleil devrait revenir peu à peu au fil de la journée. Vous retrouverez dans un instant Armel Pavageau pour le détail de ses prévisions. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Ce vendredi, la grande émission est consacrée au festival Mélidance qui se déroulera les 2 et 3 avril prochains aux Herbiers. Adèle Fugère reçoit la présidente et représentante de la compagnie, Sandra Bourassouf. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Merci à tous de nous avoir suivis.